Et là, c'est un peu une réunion un peu décalée, puisque la philosophie nous amène à faire des pas de côté, si j'ose dire. Donc je vais laisser Stéphane se présenter. Et le but, c'est de voir comment est-ce que la philosophie peut ou pourrait intervenir dans l'entreprise, dans les entreprises, s'ils le souhaitent. Il y a déjà des exemples. Alors là, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil que j'ai développé, qui s'appelle Philo-Défi, qui est un outil éducatif et culturel, mais qu'on peut aussi utiliser comme support de discussion au sein de l'entreprise ou de structures d'adultes qui veulent réfléchir et éventuellement, on verra à la fin de la session, évoquer un positionnement par rapport à du management par exemple. Un outil qui arrive, c'est la carte Philo-Défi. Vous remarquez que le principe, c'est une image dans laquelle il n'y a aucun mot. Alors bien sûr, nos élèves savent lire et écrire, même si parfois il faut revenir sur des bases et des fondamentaux avec eux. Mais l'idée, c'est d'abord s'appuyer sur l'image, sur une sorte d'histoire qu'on va raconter et qui va permettre de retenir, de mémoriser l'univers d'un auteur. Donc voilà le projet de la carte Philo-Défi, et que je rappelle que j'ai d'abord mis en place pour mes élèves de terminale. Alors après, avec les résultats qui ont été tellement encourageants qu'après on a développé le jeu et qu'il est commercialisé depuis. Mais on part sur l'image. Pour chaque auteur, vous avez un recto avec le portrait, comme ça, ça incarne le personnage, et puis on les a pas forcément avec des à 60, 70 ou 80 ans, Descartes il a eu aussi 20, 30, 40 ans, donc voilà, on a des cartes plutôt jeunes, et puis ici la carte illustrée que vous avez tout à l'heure. Donc pour chaque auteur, vous avez à chaque fois 7 notions, d'accord, qui vont être incluses dans l'image à raconter. Quand vous tournez les cartes, vous avez un développement. Quand on parle des machines chez Descartes, un petit développement, ce qui fait qu'on voit à quoi ça correspond sur l'image. Donc on va explorer un univers, et on aura l'outil après pour décrypter l'univers de l'auteur. Alors je ne me suis pas arrêté simplement à développer un univers, à faire des cartes illustrées. Dans la pratique avec les élèves, il s'avère que nous aimons tous dessiner ou gribouiller sur un coin de feuille quand il y a une conférence ou une intervention. Donc en observant mes élèves, je me suis dit tiens, peut-être qu'au lieu de gribouiller sur leur cahier n'importe quoi, ou des fleurs ou autre, ils pourraient dans ce cas illustrer la carte. Et en l'illustrant, ils vont d'autant mieux la retenir. Donc là vous avez un exemple de la carte du philosophe René Descartes. Là c'est la carte vous voyez, vierge noir et blanc. Et puis là un élève qui a commencé à colorier, donc le vêtement de Descartes. Ici le miroir, on va voir, c'est pour symboliser le cogito, je pense donc je suis. Oui, il a mis la couleur, il écrit, et puis au fur et à mesure, la carte prend vie. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque élève ayant ce support, et vous l'aurez tout à l'heure, vous allez vous mettre dans la peau d'un apprenant, enfin en tout cas de découvrir un univers, ça va devenir votre propre carte. Vous aurez chacun ça, avec le verso. Vous allez écrire, mettre les couleurs que vous voulez, et donc ça devient votre support. C'est votre façon de mémoriser des grandes notions cartésiennes. Un prof qui fait un cours magistral, ça ne fonctionne plus. Donc il faut trouver des outils pour les stimuler, pour qu'il y ait l'interaction. Donc le livre, ça peut fonctionner. La carte mentale, on les met déjà dans l'activité. Et vous allez voir qu'avec la carte Philo-Défi, l'activité va encore aller plus loin. Vous savez peut-être qu'il y a plusieurs mémoires, par des mémoires visuelles, auditives et kinesthésiques. Visuelles, du moment où vous avez un support et vous avez mémorisé un univers, on est bien sur une mémoire visuelle. Une mémoire auditive parce qu'il va y avoir une histoire qui va être racontée. On va parler à partir du jeu de cartes. Et puis kinesthésique, ça c'est intéressant, c'est le lien avec le corps. C'est qu'on va poser des cartes, on va être en petits groupes, et donc l'individu est davantage impliqué, on va dire, tout entier. Donc le corps n'est pas laissé de côté, il y a une activité de l'individu. Aussi, référence aux intelligences multiples avec Howard Gardner. Vous savez, souvent on évoque 8, alors ça a tendance un peu à augmenter. Mais en tout cas, l'intelligence spatiale avec les images est sollicitée, puisqu'on va avoir un jeu de cartes. Musical, non, pas trop, mais on peut mettre un fond musical lorsqu'on pratique la philosophie. On est bien dans l'intelligence interpersonnelle, puisque le jeu de cartes va faire intervenir la présence d'autrui. Par exemple, si on prend un des jeux où il s'agit d'incarner un philosophe, eh bien on va dire, tiens, moi, à cette question, je pourrais mettre à la place de Descartes, et on va dire pourquoi on poserait telle ou telle notion pour répondre à une question de départ. Donc il y aura bien des moments où on va argumenter et dire pourquoi telle notion semble répondre à une question philosophique. Intrapersonnel, parce qu'on peut aussi jouer seul, et il y a tout un travail d'intégration que permet le jeu, où l'individu joue seul avec les cartes. Bon, la nature est peu présente dans l'utilisation du jeu. Le corps kinesthésique, puisqu'il y a manipulation de cartes. La logique, puisque vous verrez, il y a tout un ensemble
d'énigmes, de questions. Enfin, on va chercher des réponses à partir de l'histoire qu'on va raconter. Et puis verbo-linguistique, puisqu'il y aura l'utilisation de l'argumentation. Bon, rapidement, dans le jeu que je vais vous prendre, je vais vous présenter un premier niveau de jeu, en fait, qui s'appelle Philo-Observation, qui est ici. Mais vous avez le jeu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'idée, c'est que, comme j'ai utilisé d'abord avec mes élèves du lycée, c'est qu'il y ait une progression. D'abord, on découvre l'univers du philosophe, avec des jeux simples, comme le jeu de cette famille, des jeux de questions-réponses. Ensuite, on aura des jeux pour accélérer la mémorisation. Par exemple, on va jouer à Question pour un champion. Ça, c'est un des seuls jeux compétitifs, mais c'est les élèves qui, à un moment donné, m'ont demandé qu'il y ait un compte de points, qu'on puisse savoir qui a gagné, etc. Donc, vous imaginez, vous avez deux auteurs, et puis quelqu'un vous dit qui a dit ça. Le premier qui met la main sur l'auteur a gagné une carte. Donc ça, les élèves adorent ça, et c'est Question pour un champion. Donc là, on est dans l'accélération de la mémorisation. Et puis là, c'est les derniers niveaux qui se rapprochent de la discussion philosophique, de la dissertation, où, je reprends l'exemple du jeu tout à l'heure, on tire un sujet type bac, par exemple, que peut-on savoir de soi? Et là, on peut imaginer que vous fassiez 3 équipes. Par exemple, il y a une équipe qui va dire, tiens, nous on va jouer avec Socrate, nous on va jouer avec Descartes, et nous on va jouer avec Freud. Et chacun va essayer de répondre, selon l'auteur choisi, à la question. La question étant, que peut-on savoir de soi? Si j'étais Socrate, qu'est-ce que je répondrais? Alors vous avez bien sûr les cartes notions pour vous aider. Si vous étiez Descartes, qu'est-ce que vous répondriez? Si vous étiez Freud, que répondriez-vous? Donc là, on est vraiment sur les jeux les plus aboutis, où on maîtrise des connaissances, et on va les exploiter. Voilà, c'est pour vous montrer que le jeu a été réfléchi pour vraiment correspondre à tous les âges, et avec une gradation des niveaux. Donc, outils adaptés pour les lycéens. Donc au début, j'ai créé pour les lycéens, mais aussi pour les plus jeunes, puisqu'en même temps que je finissais d'élaborer le jeu, je suivais la formation de philosophie pour les enfants, c'était en 2018. Pour tous, une culture générale accessible de façon ludique et progressive. Je suis aussi intervenu plusieurs années à l'Université Interage à Poitiers. La philosophie est fille de l'émerveillement, disait Aristote. C'est merveilleux, effectivement, c'est accepter des outils différents. Tiens, on peut apprendre autrement, et que ça peut être intéressant de découvrir la philosophie sous un autre angle que des notions classiques qui peuvent sembler un peu austères. Là, ça va être beaucoup plus ludique, et en même temps, la magie, c'est vous allez retenir les univers des philosophes sans le moindre effort. Alors l'effort, c'est de se concentrer sur ce qui va être dit, mais il n'y a pas la dimension contraignante d'un cours classique. Alors, découverte de 3 auteurs à partir du premier jeu, Philo-Observation. Alors, on va commencer avec Socrate. Alors, les cartes elles ont été conçues pour que les élèves mémorisent la chronologie, parce que là, on a un vrai déficit d'apprentissage de l'histoire en général. Donc là, par exemple, le jeu est conçu pour que tout ce qui concerne l'Antiquité soit bien symbolisé par un cadre, vous voyez, qui représente des colonnes, comme des colonnes de temples de l'Antiquité. Les cartes Socrate, Platon, Aristote, Antiquité grecque, vont être bleues, d'accord? La Grèce, bleu, la mer, bon, d'où les coquillages, d'accord? Donc, ce qui fait que les élèves en juin normalement vont retenir, tiens, la carte de Socrate, bleu, les colonnes de temple, on est dans l'Antiquité. Si je reste encore un petit peu sur le recto, donc pour Socrate, vous avez les dates, d'accord, pour chacun des auteurs, et puis dans chaque coin, vous avez un symbole qui va permettre d'identifier une grande ligne de l'auteur, du moins une certaine spécificité. Socrate se compare à un temps parce qu'il nous dit il va stimuler ses contemporains, il va leur poser des questions, il va les amener à réfléchir, et alors peut-être justement à sortir de leur zone de confort, d'où le fait qu'il se compare à un temps. Alors, donc on tourne la carte, et c'est là où on va avoir un récit qui va nous permettre d'intégrer des notions en lien avec cet auteur. On commence toujours avec des questions simples. Vous voyez, où est Socrate dans la carte et combien de fois apparaît-il? Alors, donc vous avez le document sous les yeux vous aussi. Vous voyez, il apparaît plusieurs fois. 1, 2, 3, 4. Il apparaît 4 fois. Là, vous voyez, on fait appel à l'esprit de recherche et de logique. Tiens, où est-ce qu'il est, bon. Il apparaît 4 fois. La deuxième question, parce que je vous dis en temps de quelle question il s'agit. Quels sont les 2 indices qui indiquent l'époque, le pays et la ville où a vécu Socrate? Athéna, donc on est à Athènes. Athéna qui est la déesse protectrice d'Athènes. D'accord? Donc 2 indices, donc il y avait Athéna, et puis la ville avec des temples plutôt antiques. Alors, quelle est la particularité de l'homme face à Socrate au centre de la carte? Qu'est-ce que vous observez par rapport à ce personnage-là? Et là, c'est vraiment le centre de la carte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu spécial quand même, il est en train de sortir d'un œuf. Donc on a ici, effectivement, Socrate, qui vient d'aider un de ses disciples à accéder, vous voyez, à la lumière, à la vérité. Quel rôle joue Socrate? Socrate a joué le rôle d'accoucheur des esprits.
Vous savez qu'on appelle sa méthode à Socrate la maïeutique. Nous venons donc ici de faire une première exploration, vous voyez, avec un philosophe, donc Socrate. Donc logiquement, vous voyez l'image, l'histoire s'ancre dans vos esprits. Première exploration, l'univers de Socrate.